Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture spéciale de la 12e édition des journées scientifiques et techniques du groupe Sonatrach, organisée ici au CCO d'Oran sous le haut patronage du président de la République algérienne, M. Abdelmajid Tebboune. Un événement très important, très suivi par le GOTA des experts du secteur énergétique national, régional, mais également international. J'ai le grand plaisir d'accueillir pour ce premier plateau dédié à l'événement deux experts du secteur énergétique, à commencer par vous, Monsieur Smaïl Khannas. Vous êtes expert énergétique indépendant. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. À vos côtés se tient un habitué des plateaux d'Al24 News, des plateaux économiques, professeur Dr Mustafa Mekidesh, expert en économie, mais également en énergie. C'est ce qui nous intéressera le plus ce soir. Bonsoir, merci également d'avoir été patient et d'avoir accepté notre invitation. Merci, cette fois-ci d'Oran, donc je vous remercie et je remercie l'ensemble des téléspectateurs. Alors nous aurons presque une discussion à bâton rompu sur les enjeux de cette 12e édition des Journées scientifiques et techniques de la Sonatrach, en lien avec les enjeux du secteur. Naturellement, d'abord votre impression, vos premières impressions par rapport à cet événement et sur les objectifs tracés par le groupe Sonatrach. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que ces journées, donc c'est une édition qui vient après plusieurs années sans qu'il y en ait une. Oui, depuis 2018. 2018, donc ça nous fait déjà donc près de 7 ans. Donc, ce qui fait que ça revêt donc un caractère particulier et c'est une reprise forte. On l'a vu avec non seulement donc une participation et un agenda très chargé sur le plan donc des hydrocarbures et de l'énergie et de l'énergie renouvelable de façon générale, mais également sur le plan de l'innovation, sur le plan également économique et social, c'est-à-dire sur les modèles de consommation énergétique. On vient de terminer donc avec mon ami Khannas donc la première table ronde qui a porté sur les modèles de consommation et il y a un certain nombre de conclusions qu'on va vous livrer dans une première approche sur les premiers résultats concernant cet aspect-là. Mais il y a également le fait de souligner la participation à la fois des institutions énergétiques régionales et internationales, l'OAPEC, donc l'Organisation arabe des pays exportateurs de pétrole. Représenté lors de cet événement par son secrétaire général qui est présent ici à Oran. Et également donc, les organisations donc, africaines, puisque la Commission africaine en charge des infrastructures et de l'énergie est représentée, et également donc, au plan international, les grands acteurs qui sont donc, des partenaires de Sonatrach, donc américains et européens, et également chinois et asiatiques de façon plus générale. Et ça, donc, ça témoigne de l'intérêt qu'il porte à notre pays en tant qu'acteur régional incontournable en Méditerranée, mais également dans la région du Sahel en matière de l'énergie. Professeur Khannas, 3 grands axes ont été dégagés par les organisateurs de cet événement, de cette 12e édition des Journées scientifiques et techniques de la Sonatrach, dont le premier que l'on peut considérer comme étant l'un des plus importants, c'est-à-dire les enjeux de la technologie dans le secteur oil and gas. Comment appréhender aujourd'hui ce nouvel acteur qui déterminera peut-être les objectifs de demain dans ce segment du secteur énergétique? Comment appréhender la venue de cette technologie, que ce soit au niveau international, mais également et surtout chez nous en Algérie? Vous savez, au point de vue enjeu, la technologie reste quelque chose de technique. Je pense qu'il faut l'appréhender dans un contexte beaucoup plus global, de ce qu'on appelle de transition énergétique. En matière de technologie, si l'on considère uniquement les hydrocarbures, je crois qu'on va se limiter à une partie de la problématique. Je pense qu'il faut considérer la technologie dans son ensemble, c'est-à-dire appliquée au secteur des hydrocarbures, bien entendu,
pétrole brut, gaz naturel, mais considérer aussi toutes les nouvelles technologies que l'on pourrait développer dans ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Oui. Par exemple le solaire, l'éolien, pour ne prendre que le cas de l'Algérie. Notamment l'hydrogène également. Et bien entendu l'hydrogène, mais le considérer comme futur. C'est-à-dire Oui. il ne faut pas, à mon avis, sacraliser la technologie. C'est absolument important dans la mesure où cela va permettre probablement de prolonger un petit peu la durée de vie de nos réserves en hydrocarbures, grâce au progrès technologique. Donc on peut plus ou moins retarder l'échéance de la durée de vie des réserves, mais il faut considérer que nos réserves en hydrocarbures sont des réserves fossiles, Oui. donc épuisables. Essentiellement fossile, on va dire. Essentiellement fossiles, je parle des réserves fossiles. Même si le potentiel en matière d'énergie renouvelable. Le potentiel en concerne énergie l'Algérie, renouvelable est actuellement, considérable, mais voilà. cela va impliquer un développement technologique. Ce qu'il faut considérer quand on parle d'énergie, un changement structurel fondamental nécessite à peu près 25 à 30 ans. Dans ce cas-là, c'est dès à présent. Notre stratégie, c'est de préparer cette transition, bien sûr tout en assurant une prolongation de la durée de vie de nos réserves fossiles, c'est-à-dire pétrole brut, gaz naturel, éventuellement ce qu'on appelle les ressources non conventionnelles, Oui. mais préparer l'alternative technologique. Si vous regardez l'histoire de l'énergie, le charbon était une énergie dominante. Elle l'est toujours, Fin des années 60, ce n'est plus le cas. Oui. Ce n'est plus le cas. Donc, notre stratégie doit être et la partie hydrocarbures, comment faire en sorte pour prolonger sa durée de vie, c'est-à-dire agir au niveau de l'offre, agir également au niveau de la maîtrise de la consommation, c'est-à-dire les deux volets qui sont liés, et l'offre et la demande, et ce qu'on appelle les alternatives technologiques en matière d'énergie renouvelable. Je voudrais ajouter Docteur Bekidash, allez-y. ce qu'a dit mon ami. Je n'ai pas revu depuis qu'on a fait ensemble une communication en Europe sur l'énergie, donc ça fait plus de 30 ans de ça. Donc, et ça m'a fait plaisir. C'est déjà l'un des aspects, si vous voulez, positifs de ces journées. Ce que je veux dire sur la technologie, c'est que pour les énergies renouvelables, ce sont des technologies émergentes. C'est-à-dire, y compris dans les pays qui sont les plus avancés en la matière, les technologies ne sont pas encore totalement, disons, maîtrisées et définitivement installées. Donc, il y a encore des efforts de recherche et développement dans ce domaine-là. Premier aspect. L'autre aspect pour les technologies, puisque vous en parlez, c'est dans le cadre des énergies conventionnelles. Oui. Je parle du pétrole non conventionnel, pour lequel nous avons 22 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel qui est donc à mettre en exploitation parce que, comme ça a été montré, vous étiez donc en train de suivre les communications, donc à 2050, donc on aura donc non seulement une consommation de gaz plus importante, mais également des productions nationales qui vont décliner. Par conséquent, le recours donc à ce gaz non conventionnel donc est incontournable. D'où la nécessité d'avoir les technologies. Et je remarque que les grands majors américains qui ont développé cela aux États-Unis sont présents ici, Oui. donc au cours de ces journées. Et je pense que la maîtrise de ces technologies progressives par la Sonatrach constitue donc un défi majeur. Parce que l'enjeu, justement, par rapport au développement de ces sources non conventionnelles de l'énergie, c'est bien entendu la préservation de l'environnement et cette technologie nouvelle qui est actuellement détenue, malheureusement, il faut le dire, que par un nombre restreint de pays nous oblige à investir peut-être davantage dans la maîtrise de cette technologie afin de pouvoir nous projeter dans un avenir proche ou peut-être lointain dans l'exploitation de ces ressources. Vous faites bien d'aborder cet aspect des choses parce que la Sonatrach, les gens l'oublient, a investi dans le torchage de gaz. Oui. La réinjection des gaz, et il y a même une première... Depuis 2007, je tiens à le rappeler, Absolument. depuis 2007, Sonatrach investit, et peut-être même avant. Il y a même des expériences pilotes qui ont été faites à Ain Salah Oui. et qui ont été exposées au cours d'un congrès mondial du gaz à Tokyo, dans lesquels donc, il y a eu donc, des... Et je pense que Sonatrach souhaite
donc, et ça a été dit dans le discours du président directeur général de Sonatrach ce matin, de vouloir réduire l'empreinte carbone de la Sonatrach en matière de production. Et ça nécessite donc de maîtriser ces nouvelles technologies de protection de l'environnement. Et je crois que ça fait partie des objectifs. Mais en même temps, il faut assurer une production parce qu'on sera dépendant du gaz encore. Et c'est l'AIE qui le dit, l'Agence internationale de l'énergie, jusqu'à 2050, voire plus loin. Et que par conséquent, dans notre mix énergétique, on aura besoin du gaz. Et ça, donc, nécessite également de s'approprier les technologies propres qui permettent donc de produire avec moins d'empreinte carbone, mais également de produire du gaz naturel. Très bien. Professeur, je voulais peut-être continuer sur ce qu'a dit mon ami Mustapha Mqidech concernant justement l'interface entre l'énergie et l'environnement. Et Sonatrach a affiché des objectifs très clairs en matière de réduction des émissions, notamment le torchage, ce qu'on appelle le gaz, on appelle ça des émissions fugitives. Oui, les émissions fugitives. Parce que ça fuit. En fait, les émissions fugitives, c'est quoi? C'est lorsqu'on produit, on transporte et on stocke le gaz naturel. Il y a un peu de gaz naturel, beaucoup de gaz naturel qui fuit. Donc, c'est des émissions fugitives. Il suffit parfois de réparer, de colmater une fuite. Et Sonalgas s'est engagé à réduire à l'horizon 2030 de 3% ce qu'on appelle les émissions fugitives. C'est assez intéressant parce que ce qu'on appelle le coût d'abattement, c'est-à-dire l'investissement pour réduire, n'est pas excessif. Et il y a aussi d'autres émissions qu'on pourrait réduire, c'est les gaz brûlants torchères. Et là, Sonatrach s'est fixé un objectif de 1% au-delà. D'autant plus que les plus grandes, Major, permettez-moi de vous couper, ont aujourd'hui des impératifs en matière de réduction, peut-être même à taux zéro, des émissions de gaz à effet de serre. Absolument. Et pour continuer, il y a aussi le projet de Sonatrach, il ne faut pas oublier, de séquestration du carbone. Sonatrach s'est engagé à planter des dizaines de millions d'hectares d'arbres pour justement séquestrer le carbone et le valoriser par la suite. Et vous avez bien fait de le souligner, il va y avoir des obligations. L'Algérie est en train de préparer ce qu'on appelle sa contribution déterminée nationale, c'est-à-dire le volume, la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de manière très précise, en méthane, en gaz carbonique, ce qu'on appelle l'oxyde nitreux. Combien, donnez-nous la quantité que vous allez émettre. Et l'Algérie a déjà produit, ce que beaucoup ne le savent pas, un rapport qui s'appelle le rapport biennal de transparence, soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et publié sur le site, et qui donne les émissions de l'Algérie en 2022, et je peux vous donner le chiffre, et c'est public, c'est 240 millions de tonnes de CO2 équivalent en 2022. Donc c'est considérable, et le secteur de l'énergie représente à peu près 200 millions, 198, 199 millions de tonnes de CO2. Donc c'est absolument considérable, et de plus en plus, on fait le lien, cette interface entre l'énergie-climat et des chiffres qui sont publiés, transparents et contrôlés. Donc il y a des experts qui suivent les publications en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Très bien, merci messieurs. Je vous propose de marquer une courte pause avant de revenir bien entendu à ce débat passionnant lors de cette 12e édition des Journées scientifiques et techniques de la Sonatrach. À très bientôt. Allez, de retour à Oran pour ce plateau spécial, cette couverture
spécial consacré à la 12e édition des Journées scientifiques et techniques de la Sonatrach depuis le CCO d'Oran, un événement qui se tient entre le 24 et le 26 juin sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune. J'ai à mes côtés mes deux experts, professeur Khannes et le docteur Mostafa Mekidesh. Messieurs, nous parlions bien entendu de cet aspect technologique au sein du secteur énergétique. Alors, la technologie, l'énergie, c'est d'abord une chaîne de valeur avec un amont et un aval. Pour ces deux disciplines, où est-ce qu'il faudrait, selon vous, messieurs, mettre le curseur actuellement pour gagner le plus de temps et peut-être dépenser le moins d'argent à essayer de contrôler ne serait-ce que de petits pans de cet aspect technologique qui nous permettra, nous, l'Algérie et le groupe Sonatrach, d'optimiser notre exploitation de nos ressources énergétiques, qu'elles soient renouvelables ou qu'elles soient possibles. Messieurs, ce curseur, où faudrait-il le mettre actuellement, docteur Mekidesh? Oui, moi je pense que vous faites bien de mettre sous contrainte économique et sous contrainte de coût et de prix, là, si vous voulez, les conditions de production donc de l'énergie. Dans ce cas d'espèce, de l'énergie, donc on parle à la fois donc double stratégie des énergies conventionnelles d'hydrocarbures et non conventionnelles, mais également des énergies renouvelables. Alors pour les énergies renouvelables, il est évident qu'en tant que technologie émergente, donc il va falloir donc faire des investissements en amont ou soutenir la filière pour qu'elle puisse devenir marchande et générer de la valeur à terme. C'est ce que, et ça, donc je pense que en commençant par, y compris lorsqu'on est, dans le cas des énergies électrosolaires, on est doté naturellement d'avantages compétitifs. Je pense au soleil, à l'ensoleillement. Mais il reste encore, si vous voulez, des problématiques à traiter en matière si vous voulez, d'intermittence, en matière, si vous voulez, d'accès au réseau de distribution de la soleil et le gaz à partir, si vous voulez, de l'énergie produite de façon électrosolaire. Alors tous ces aspects-là nécessitent à la fois une maîtrise de l'énergie et donc un investissement donc, dans ce domaine-là. Et je pense que des journées comme celle d'aujourd'hui identifient l'état, si vous voulez, de la science en la matière et l'état, si vous voulez, des services que peuvent rendre, si vous voulez, la communauté internationale et notamment les grandes compagnies internationales qui ont déjà une expérience en la matière pour à la fois donc l'identifier et puis ensuite donc construire des ponts et des coopérations donc avec ces grands groupes en particulier. Très bien. Professeur Khannes, même question, plutôt en amont ou en aval de la chaîne de valeur, où mettre le paquet concrètement. Alors je rappelle que Sonatrach, par exemple, a annoncé une enveloppe de 50 milliards de dollars d'investissement entre 2022 et 2026. Quelle est la part qui devrait, selon vous, revenir à la maîtrise de l'outil technologique? Non, je pense que c'est très bien d'avoir une approche en termes de chaîne de valeur. Il faut avoir la chaîne de valeur en partant de l'amont. L'amont, vraiment le super amont, ce que j'appellerais la recherche-développement. C'est déjà petite précision, je pose cette question de la chaîne de valeur parce que, Mostafa Mekidesh le sait très bien, les métiers de la Sonatrach sont divers et variés. Donc voilà, il convient de maîtriser l'outil technologique sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la Sonatrach également. Absolument, cette chaîne de valeur, donc la percevoir déjà au niveau de la recherche-développement, au niveau de l'amont, donc la prospection, la production. On a parlé par exemple des technologies de transport, voilà. Le stockage. Oui. Il y a aussi la partie aval qu'il ne faut pas l'oublier, qui concerne la consommation. Tout ce qui concerne l'efficacité énergétique. Ou la transformation peut-être. Pour certaines énergies en hydrogène vert par exemple. Exactement. Par exemple, vous avez de l'énergie primaire, du pétrole, du gaz naturel, vous allez transformer cette énergie primaire en produit utilisable par le consommateur final. Il y a des technologies. Oui. Il va y avoir des choix technologiques. Il va y avoir des arbitrages qui vont être faits en matière d'investissement. Qu'est-ce qui est le plus rentable et quels sont aussi les investissements que je pourrais faire et qui vont me permettre d'augmenter ma valeur ajoutée. Parce qu'en dernière analyse, ce qu'il faut avoir à l'esprit, un choix technologique va avoir des impacts en matière d'emploi,
d'importation, d'exportation. Donc c'est toute cette analyse qu'il faudrait avoir, mais en partant, ne pas privilégier, j'allais dire, un segment, mais raisonner, Oui. une analyse qu'on appellerait systémique. Je parle de l'amont, la production, la transformation, la consommation finale. On a parlé de réseau intelligent, c'est à prendre en considération. Très important. Le comportement, il ne faut pas l'oublier. La maîtrise de l'énergie, c'est également l'éducation en matière de consommation de l'énergie. Et D'habitude de consommation, surtout. d'habitude de consommation, il peut y avoir aussi l'effet prix qui peut moduler nos habitudes de consommation. Comment, selon vous, allez-y, Mustafa Bikidash, Oui, peut-être je voulais ajouter commencer avant, simplement ouais. que dans les chiffres que vous avez donnés d'investissement de Sonatrach, il y a donc les investissements en amont et en aval. Oui. En aval, en pétrochimie, les premiers résultats commencent à apparaître, puisque les projets pétrochimiques engagés au niveau d'Arze et de Skikda Oui. vont permettre, par exemple, je cite un exemple, de produire du linéaire alkylbenzène, qui est un intrant pour les détergents et qu'on importait. Alors Oui. on devient d'importateur de ces produits, donc Sonatrach va devenir exportateur. Elle va donc élargir ses capacités financières pour pouvoir, par exemple, faire un transfert vers le développement de l'hydrogène vert, qui est un sujet de ces journées qui va être traité, je crois, demain, et sur lesquels encore, avec les technologies émergentes, donc les niveaux les discussions sont avancées avec les clients potentiels, à partir du corridor d'Italie vers l'Allemagne pour Ça, transporter, H2 mais ceci corridor. restera toujours sous contrainte de coût, c'est-à-dire et de prix de marché. C'est-à-dire, Pour il faut rester compétitif. Absolument. Et là, je pense que ça dépend de l'évolution des technologies. Et ça, je pense que déjà, par rapport à l'Europe, l'Algérie, dans le continent africain, est l'un des pays émetteurs les plus intéressants pour eux. Donc, j'ai lu une étude qui a été faite par les Allemands sur cette question. Ils attendent il y a le potentiel et ils considèrent que l'Algérie constitue l'une des sources les plus intéressantes. Sauf que ils ont émis, c'est un signal qu'ils émettent un prix de 3 $ par exemple. Est-ce que ce prix-là, il faut qu'on ait les études technico-économiques nécessaires et les anticipations pour savoir est-ce que ça va couvrir disons, il y a un retour sur investissement qui sera fait en Algérie. Très bien, messieurs, nous sommes à une époque où la géopolitique fait des siennes, en quelque sorte, et cela pose la question, bien entendu, de la guerre technologique, avec l'avènement de l'intelligence artificielle qu'on aura à l'avenir proche, à l'instar d'autres filières peut-être économiques. Pensez-vous, messieurs, qu'il faille également investir dans la souveraineté technologique par rapport au secteur énergétique en impliquant dans cette, entre guillemets, guerre économique? C'est une forme de guerre économique qu'on devra livrer à l'avenir, nos centres de recherche, nos universités, nos instituts et également ceux qui dépendent directement d'un groupe comme la Sonatrach. Professeur Khannas. Oui, mais merci pour la question. En fait, l'intelligence artificielle... Je peux donner en exemple la bataille des brevets qui s'annonce par rapport aux prochaines inventions. Oui, bataille des brevets et aussi tout ce qui concerne, j'allais dire, les réseaux intelligents. Quand on parle de développement des énergies renouvelables, c'est très souvent lié, c'est presque maintenant systématique, c'est lié à de l'intelligence artificielle. À titre d'exemple, je vais vous donner un exemple qui peut ne paraître quelque peu absurde. En Afrique subsaharienne, quand on a développé des énergies renouvelables, au niveau du village, c'était associé à des réseaux intelligents, Oui. de téléphones portables. Et donc l'intelligence artificielle est, j'allais dire, déjà connectée avec les énergies renouvelables. Le seul fait de connaître en temps réel la météo des vents, le solaire, etc., va vous permettre D'anticiper, d'avoir une longueur d'avance. Oui. Et ça existe. Je vais vous donner un autre exemple très simple. En Angleterre, quand on sait qu'il y a un excédent considérable d'énergie renouvelable qu'on ne peut pas absorber, qui sera perdu, on informe tout simplement le consommateur en lui disant « ce jour-là,
l'électricité est gratuite et elle est L'Angleterre, rappelons-le, gaspillée. qui est un leader mondial en matière d'énergie éolienne. Et moi, j'ai reçu un mail en me disant, voilà, tel jour, l'électricité est gratuite parce qu'on en a trop et ça va être gaspillé. Oui. Donc, l'intelligence artificielle doit être nécessairement associée au développement des énergies renouvelables. Docteur Mekidash. Et sur c'est un vrai débat, hein, et je pense qui est important. Il y a aussi les bases de données, c'est-à-dire que dans ces bases de données, elles sont le fait des puissances dominantes de l'Occident global, et que souvent elles ne traduisent pas lorsqu'on les utilise pour nous en tant que pays africain et en tant que pays émergent. Donc, il va falloir faire attention aux biais que ça peut apporter. Mais c'est un outil nécessaire pour ma communication d'aujourd'hui, vous avez suivi. Oui. Donc, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour croiser les données de la CREG de consommation des différentes formes d'énergie et des données que nous avons avec donc les bases de données de l'IAE. Donc j'ai demandé donc à ce que les croisements soient faits pour obtenir les différentiels de prix de consommation des différentes formes d'énergie, l'électricité, donc les carburants, le résidentiel, et également la pétrochimie et le ciment par exemple. Oui. Et ça a été donné tout de suite. Mais il faut être quand même prudent sur les biais que peut produire l'intelligence artificielle, parce qu'on est dans des situations historiques et économiques différentes. Un dernier mot très rapidement, messieurs, sur l'aspect du contrôle de la formation, notamment académique. Le président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, je le rappelle, a instruit la création d'un certain nombre de filières universitaires dédiées aux énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a, là aussi, il y a un enjeu peut-être, un défi à relever en matière de maîtrise de cet aspect technologique par la formation universitaire dès maintenant? Professeur Khadnas, rapidement. Oui, merci. Oui, la formation est absolument fondamentale. Et le fait d'avoir des filières, il existe déjà des filières en énergie renouvelable. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que ces filières qui existent déjà et celles en développement répondent à nos besoins. Donc déjà avoir un état des lieux, une évaluation de ce qui se passe et voir quelles sont les filières les plus stratégiques. Et inclure une fois de plus toute la chaîne en partant de l'amont, parce que les énergies renouvelables impliquent des matières premières comme le lithium. Donc c'est ce type d'action, d'analyse qu'il faudrait avoir de l'amont à l'aval en matière de formation. Docteur Mekidash, oui, moi je crois que c'est fondamental. Une minute. Oui, c'est fondamental. Moi je pense que ce qu'il faut retenir, par exemple, dans ces formations, il y a des métiers nouveaux qui apparaissent. Parce qu'il y a des problématiques d'opérabilité, si vous voulez, qui sont nouvelles. Je pense par exemple donc à l'insertion, disons, donc de l'électricité produite par l'électrosolaire localement, pour introduire donc cette électricité dans les réseaux de la Sonelgaz. Traditionnellement, Sonelgaz n'avait pas ce problème, donc c'est un problème nouveau qu'elle doit traiter. Comment elle va le traiter? Il faut qu'elle forme, qu'elle s'approprie la technologie et qu'elle forme des jeunes, donc à la fois ingénieurs mais également techniciens dans ce domaine-là. Merci messieurs pour ces petits éclairages qui se poursuivront tout au long de ces 3 jours, 2 journées scientifiques et techniques de la Sonatrach ici à Oran. Professeur, je le rappelle, Smaïl Khadnas, expert en énergie, expert indépendant en énergie internationale. Également, docteur Mostafa Mekidash, expert international en économie et en énergie. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.